Monsieur le Président du Conseil national du barreau, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Vice-président du Conseil d'État, Monsieur l'avocat, cher maître Jox, ancien président, Premier Président de la Cour des comptes, Monsieur le Défenseur des droits, Mesdames et Messieurs, Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, Mesdames et Messieurs, j'ai une lumière qui ne me permet pas de distinguer très précisément, donc 1000 pardons à ceux que je n'ai pas cités, mais Mesdames et Messieurs les hauts magistrats, Mesdames et Messieurs les bâtonniers, Mesdames et Messieurs les avocats, chers maîtres, Mesdames et Messieurs, et chacune d'entre vous, en vos grades d'égalité. J'éprouve moi aussi, cher Monsieur le Président, cher Maître, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, un grand plaisir à vous rencontrer ici. Je rencontre pour la première fois l'ensemble de la profession. En ma qualité de ministre de la Justice, je suis aussi la ministre des professions de droit, professions au sein desquelles vous occupez une place très particulière. Et en même temps, je me rends compte à l'instant de l'immensité de ma témérité à venir m'exprimer devant des professionnels du verbe et de l'éloquence dont Monsieur le Président du Conseil national du barreau vient de nous donner un exemple particulièrement remarquable du talent que vous déployez chaque jour. Il y a là sans doute la manifestation d'un goût assez fort pour le risque, que j'assume, mais René Char ne disait-il pas « Comment peut-on vivre sans inconnu devant soi ?» Nous allons donc faire plus ample connaissance ce matin, et je veux vous dire que je considère que la profession d'avocat contribue avec les magistrats et de façon substantielle au service public de la justice. C'est une communauté de travail, chacun d'entre vous dans son rôle, mais c'est une communauté de travail qui aboutit à une cohabitation, puisque vous occupez des locaux dans les juridictions. Cette cohabitation n'est pas exempte de tensions, puisqu'il vous arrive de protester contre les redevances réclamées par le ministère de la Justice. Je ne suis pas sûre que ce soit un sujet. Si cela en était un, je suis à votre disposition pour en discuter, mais je crois ce sujet assez dérisoire au regard de l'essentiel. L'essentiel, c'est fondamentalement le rôle que vous jouez dans l'amélioration du droit et dans l'amélioration des droits de la défense. Et je veux saluer particulièrement votre engagement collectif l'an dernier, exemplaire, lorsque vous avez anticipé et même amorti les chocs du progrès procédural que constitue l'amélioration des droits des personnes gardées à vue. Vous avez consenti pendant plus de 3 mois, sans être rémunéré, et assurer la défense des personnes gardées à vue. Je veux vous exprimer personnellement, mais en qualité de garde des Sceaux, ma gratitude pour cet acte-là. D'une façon générale, on vous retrouve aux côtés des personnes vulnérables, des plus démunies. Et je pense en particulier aux personnes hospitalisées d'office ou aux étrangers. Nous avons eu à travailler récemment sur les conditions de vos interventions devant la CNDA et vous savez que j'ai pris un certain nombre de dispositions justes, équitables, pour que ces interventions soient correctement traitées, correctement rémunérées, ou en tout cas plus correctement rémunérées. Il y a des moments ainsi dans la vie d'une profession où un acte particulier résume tout l'honneur de cette profession. Et cet engagement sans faille que vous montrez auprès des plus vulnérables résume l'honneur de votre profession. Vous le faites pour l'état de droit, vous le faites pour la démocratie, vous le faites pour la justice, et je vous en remercie particulièrement. En qualité de représentant de l'ensemble de la profession, le CNB compose d'une certaine façon le Parlement de cette profession. Et à ce titre, vous êtes l'interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.
C'est avec vous que nous traitons d'un certain nombre de réformes sur lesquelles vous avez généralement anticipé la réflexion parce qu'il vous arrive d'émettre des propositions spontanément. Et je vois bien qu'avec le programme qui se déroule depuis ce matin, avec les thèmes réservés aux tables rondes, je vois bien que la journée encore sera féconde et que vous nous proposerez sans doute quelques réformes. Mais vous l'avez fait avec une telle vigueur à la tribune, Monsieur le Président du Conseil national des barreaux, que avant la journée d'aujourd'hui et encore après la journée d'aujourd'hui, je crois que vous contribuerez de façon significative à compléter un agenda de ministres qui n'en demandait pas tant. Parmi les sujets que vous avez évoqués, il y en a sur lesquels je vous répondrai aujourd'hui, d'autres pour lesquels je vous proposerai que nous ayons de nouvelles séances de travail, puisque nous avons commencé à travailler en commun, et puis quelques-uns qui méritent sans doute une réflexion approfondie. Je veux m'arrêter, avant de répondre à certains de ces sujets, je veux m'arrêter sur la formation des avocats, puisque nous sommes dans la 40e année de la création des écoles d'avocats. C'est une profession qui attire, manifestement, même si je vous ai entendu considérer que l'effectif des avocats français était assez largement en deçà du corps d'avocats dans les pays européens comparables. Vous en faites d'ailleurs une raison de vanité pour une éventuelle querelle entre la France et le Royaume-Uni. C'est davantage d'ailleurs sur l'aide juridictionnelle. Nous n'allons pas recommencer l'entente cordiale. Nous en connaissons les défauts. Sur la formation des avocats, c'est le CNB qui, par décision du législateur, a reçu la haute et belle responsabilité de définir les principes d'organisation de la formation des avocats. C'est vous aussi qui assurez l'harmonisation des programmes et la coordination et le contrôle des centres régionaux de formation professionnelle des avocats. Je dois vous avouer que je suis extrêmement attentive à l'évolution que vous appelez vous-même de vos vœux, puisque vous avez signé une résolution au mois de juin de cette année pour une réforme de la formation d'avocats, confrontée à la réalité d'abord d'une attirance pour le métier qui est incontestablement attractif, mais aussi de la grande disparité qui règne dans ce métier et des difficultés que rencontrent certains avocats. Vous avez manifesté le souci de moderniser ou d'actualiser cette formation de façon à ce que les principes qui fondent votre profession, la mémoire de cette profession, l'art et le talent développés par cette profession, les références, les méthodes qu'elle a mises en place, qu'elle met en œuvre, tout cela soit transmis d'une autre façon dans un moment où nous sommes confrontés aussi à la concurrence d'autres métiers juridiques. C'est donc très volontiers que nous aurons des rencontres et des séances de travail avec le cabinet et l'administration de la chancellerie et des rencontres avec moi-même, c'est toujours un plaisir, Monsieur le Président, sur ces questions-là. Mais c'est vraiment une question majeure, parce que c'est bien la qualité de la formation de nos avocats qui contribue à faire de la France une grande nation du droit, qui contribue à faire que la France, même lorsque, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, elle semble craindre la puissance et la beauté de son patrimoine humaniste, c'est cette formation d'avocats, c'est la qualité de nos avocats, c'est leur engagement au-delà de notre frontière, c'est leur mobilisation sur les valeurs, sur des idéaux, sur une grande éthique. C'est tout cela qui contribue à faire de la France une grande nation du droit. Et c'est cela qui, effectivement, mérite sans doute d'être encore amélioré. Cette profession d'avocat n'est pas négligeable, 54 000, vous disiez un peu plus de 55 000, à peu près 55 000. Il y a une dizaine d'années, les avocats étaient au nombre de 38 000. C'est une évolution significative, 41% en une dizaine d'années. C'est donc une profession qui demeure dynamique. Évidemment,
le fait que vous pensiez, Monsieur le Président du CNB, qu'il faille peut-être faire grandir cette profession, au moins en termes d'effectifs, nous renvoie assez directement à un sujet qui vous a quelque peu énervé, c'est le décret passerelle. Ce décret passerelle a soulevé beaucoup d'émoi, avant même sa publication et depuis sa publication. Ce décret, effectivement, il semble pas seulement, il contrarie. Il contrarie le décret de 1991 qui organise la profession d'avocat, qui encadre son exercice, qui subordonne son accès à une exigence de compétence et qui soumet ses membres à une déontologie. Et il est vrai que le décret d'avril 2012 qui a donné lieu à l'introduction dans ce décret de 1991 de l'article 97.1, réservé aux parlementaires et aux anciens ministres, il est vrai que ces conditions sont de nature à introduire une passerelle un petit peu particulière, et vous avez estimé, avec sans doute le sens extrêmement élégant de l'excès qui vous caractérise, vous avez estimé qu'il y avait une mise en cause de votre identité. Je partage vraiment cet émoi parce que je pense, comme vous d'ailleurs, Monsieur le Président, qu'autant qu'il est souhaitable que toute profession s'enrichisse de membres avec des parcours différents, des expériences différentes, des origines différentes, des profils extrêmement différents, parce que c'est une source de force, c'est une condition de vitalité, de dynamisme. Je pense que ce décret de 2012 allait au-delà des conditions acceptables pour l'intégration dans votre belle profession de quelques beaux parlementaires d'ailleurs, députés et sénateurs, et de quelques beaux anciens ministres aussi, même si sur la période récente, j'en connais assez peu. Je considère qu'il nous faut interroger la motivation. Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris nous informait récemment par lettre ouverte que 1500 avocats ont été reçus récemment et que chaque année, l'Ordre de Paris traite 150 demandes d'accès à la profession par diverses passerelles. Ces passerelles sont organisées par la loi et par le décret de 1991, dont 2 articles en particulier, un article 97 qui prévoit des exceptions fortes dans l'accès à la profession et qui concerne un certain nombre de professions qui font vraiment matière de droit. Et des exceptions plus légères énoncées dans l'article 98. Le décret d'avril 2012, en introduisant cet article 97.1, a considéré que les parlementaires et les anciens ministres devaient bénéficier de ces exceptions fortes. Parmi ces exceptions fortes, il y a la dispense du certificat d'aptitude à la profession d'avocat et la dispense de cette formation à la déontologie. Je pense pour ma part que les députés et sénateurs, ainsi que les anciens ministres, qui doivent d'ailleurs dans l'exercice de leur responsabilité obéir à une déontologie. Je suis ancien parlementaire, je sais ce que c'est que d'avoir une éthique et de s'imposer des règles déontologiques. Et le Parlement s'était d'ailleurs enrichi lors de la précédente législature d'un délégué à la déontologie. Mais les déontologies ne sont pas transposables d'une profession à l'autre. Et je crois nécessaire que parlementaires et anciens ministres, sous condition de diplôme, maîtrise de droit ou équivalent, avec dispense du CAPA, mais avec l'obligation de suivre une formation de déontologie et de subir l'examen de contrôle de ses connaissances déontologiques et des connaissances sur la réglementation professionnelle, devraient pouvoir accéder dans le cadre d'un article 98
avec un alinéa supplémentaire à la profession d'avocat. J'ai donné consigne. Pour tout vous dire, parce que je peux faire aveu de quelques-unes de mes tentations, je me suis demandé pourquoi il y aurait lieu de créer une passerelle pour permettre aux anciens parlementaires, aux parlementaires ou aux anciens ministres d'accéder à la profession d'avocat. Sauf qu'à l'article 98, alinéa 8, les collaborateurs de députés et de sénateurs sont admis, sous les conditions de l'article 98, à la profession d'avocat. Je trouve donc inconcevable que les collaborateurs y soient admis et que les parlementaires eux-mêmes, qui travaillent effectivement à l'élaboration des textes de loi, ne puissent l'être. J'ai donc résisté à cette tentation et considéré que nous pouvions créer cette passerelle dans des conditions qui me paraissent, en droit et en éthique, plus acceptables. L'administration a donc reçu de ma part consigne pour préparer un décret abrogeant le décret d'avril 2012 et créant cet alinéa en article 98 permettant, dans les conditions que je viens d'indiquer, aux parlementaires et aux ministres d'accéder à la profession d'avocat. Vous avez évoqué, Monsieur le Président du Conseil national du barreau, une question délicate et difficile, celle du secret professionnel et celle de la lutte contre le blanchiment. Je ne doute pas que dans cette salle et au-delà, pour la totalité de la profession, le blanchiment est un fléau. Et je ne doute pas de votre volonté, de votre détermination à ne contribuer en aucune façon, même par inadvertance, au blanchiment. Vous avez été extrêmement clair dans vos propos tout à l'heure. La fermeté, la rigueur du CNB et des ordres seront au rendez-vous en cas de nécessité. C'est un sujet qui nous occupe depuis une quinzaine d'années. Depuis une quinzaine d'années, ce débat, avec une jurisprudence nourrie d'ailleurs, sur la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette jurisprudence indique que le règlement intérieur d'un ordre ne peut étendre aux relations entre l'avocat et ses autorités ordinales le secret prévu par la loi. Je vous propose, parce que votre interrogation me conduit à revoir mot à mot à la fois la loi et cette jurisprudence de la Cour de cassation. Je vous propose que nous ayons une séance de travail sur ce sujet. Je ne suis pas persuadée qu'il y ait une remise en cause du secret professionnel par ce biais-là. Mais je suis prête, avant d'être affirmative et définitive, ou avant d'envisager une éventuelle intervention législative, je suis prête à retravailler le sujet avec vous. Donc, vous serez le bienvenu aussitôt que possible à la chancellerie et je m'y impliquerai personnellement. Pour le reste, je crois que vous êtes vraiment décidés comme nous à faire en sorte que nous parvenions à lutter contre le blanchiment. Et ce sont les combats déjà menés par la France qui ont conduit à son classement très satisfaisant parmi les pays membres du GAFI et à faire constater que nous avons un droit proche des meilleurs standards internationaux. Alors, je vous ai entendu concernant les fonctionnaires de Tracfin. Nous leur réserverons, et je sais que vous y êtes profondément attachés, la présomption d'innocence. Je m'imposerai donc, une fois que cette éventuelle entreprise de quelques fonctionnaires encore non identifiés serait avérée, je m'engagerai donc à réfléchir très sérieusement à votre forte suggestion. Je n'avais pas observé jusque-là que vous faisiez partie de mon cabinet, mais j'avoue que j'ai apprécié cette contribution à sa juste valeur. À partir de ce moment donc, je réfléchirai à votre forte suggestion de diffuser une circulaire aux parquets généraux
à l'usage des parquets généraux et des parquets concernant cette forte incitation qui viendrait de fonctionnaires, mais pour l'instant, faute de coupables repérés, nous considérons que les fonctionnaires de Tracfin sont tous innocents. Vous en convenez? Je vous remercie. Vous avez abordé l'aide juridictionnelle. Alors, l'aide juridictionnelle, vous faites un procès à l'État en disant, mais il confirme, en disant en fait, en clair, avec plus de grâce que je ne vais le faire à l'instant, que l'État vous gruge. À un autre moment de votre intervention, Monsieur le Président, vous avez rappelé que vos cabinets ont des frais. Il se trouve que l'État en a aussi. Et que pour la perception de ces 35 €, il s'agit de timbres mobiles, vous le savez. Ce sont donc des buralistes qui les fournissent. Et il faut rémunérer, conformément aux dispositions non contestées par le président du Conseil national des barreaux, aux dispositions du Code général des impôts. Il faut donc rémunérer les buralistes. Et donc les centimes qui vous manquent, sont prélevés par le ministère des Finances, que vous pourrez égorger si ça vous dit, mais je vous demande de m'écouter moi. Donc ces centimes sont prélevés par le ministère des Finances et reversés aux buralistes. Alors, si vous faites la preuve que les buralistes sont indûment rémunérés, la considération... Même électronique, il y a des frais, maître. Et je crois que ce n'est pas une taxe affectée. Les taxes affectées font l'objet d'eux, mais les 35 € ne sont pas une taxe affectée. Alors, ces 35 €, moi, ces 35 € vous posent des soucis, mais m'en posent aussi. Et m'en ont posé depuis mon arrivée aux responsabilités. Et j'ai eu un échange avec vous à ce propos, Monsieur le Président du Conseil national du barreau, et avec Madame le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris. Nous avons eu un échange à ce propos, parce que mon souci, dès le début, était, en plus je pensais qu'il y avait dans la suppression de cette taxe un acte emblématique de l'arrivée d'un gouvernement soucieux de la justice sociale et de l'accès gratuit à la justice. J'ai donc tout fait, nous avons eu des échanges sur les alternatives possibles, parce que cette taxe, vous le savez tous, est une ressource pour l'aide juridictionnelle. Et donc, je ne pouvais pas priver l'aide juridictionnelle des 55 millions d'euros que rapporte cette taxe. Nous avons donc cherché une ressource et j'ai espéré que pour le budget de 2013, je serais en mesure de mettre en place un dispositif alternatif qui permettrait la suppression de cette taxe de 35 €. Je suis désolée, mais les expertises qui ont été conduites n'ont pas abouti avant les arbitrages budgétaires. Je n'ai donc pas été en mesure de proposer une alternative crédible à cette ressource. Je dois d'ailleurs vous dire que, à ce propos, j'ai une victoire discrète mais appréciable, c'est que j'ai pu éviter l'augmentation de la taxe de 35 à 50 € en me référant au Premier ministre, et c'est donc le Premier ministre qui porte la belle responsabilité d'avoir maintenu la taxe à ce niveau et pas en augmentation. Ceci étant, ça me paraît assez peu satisfaisant de l'avoir maintenue, d'avoir été contraint de la maintenir, pas parce que qui que ce soit, même le ministère des Finances, soit persuadé que cette taxe soit juste, mais parce qu'il faut affronter des besoins budgétaires, il faut combler un déficit, il faut rembourser une dette, il faut assurer la souveraineté de la France sur son budget, il faut
améliorer les conditions économiques et donc la compétitivité des entreprises. Pour ces raisons-là, le ministère des Finances a besoin de ressources. Et il a aussi besoin de ressources pour le budget de la justice qui, vous le savez, a non seulement été préservé, mais s'est amélioré de 4,3% avec 7,7 milliards de budget pour un effectif de personnel de 77 000 personnes et avec une capacité d'emploi, de création d'emplois sur 3 ans de 1500 personnes pour un ministère qui avait payé, notamment pour son département jeunesse, avait payé un lourd tribut à la RGPP. Donc, pour assurer ces besoins de fonds publics, et notamment pour ce ministère de la Justice, il y a besoin d'un certain nombre de ressources. J'ai considéré cependant que ça n'était pas suffisamment réconfortant d'avoir échappé à l'augmentation, et j'ai fait étudier les conditions de dérogation, d'améliorer les conditions de dérogation à cette taxe de 35 € en améliorant les conditions d'accès à l'aide juridictionnelle puisque l'aide juridictionnelle dispense du paiement de la taxe. Donc, par ce dispositif, nous allons faire entrer dans l'aide juridictionnelle quelques centaines ou milliers, peut-être, j'espère, de personnes qui n'y avaient pas droit, mais qui, avec ces mesures supplémentaires d'exonération, de dérogation, pourront y accéder et donc échapperont au paiement de cette taxe de 35 €. Évidemment, les travaux d'expertise que j'ai lancés se poursuivent et j'espère, et même je compte bien, que pour l'année 2014, je serai en mesure d'annuler cette taxe de 35 € parce qu'entre-temps, j'aurai réussi à mettre en place une alternative aux ressources de façon à alimenter cette aide juridictionnelle qui, je vous le rappelle, a augmenté, en tout cas va augmenter en 2013 de 16% et va donc passer de 230 à 271 millions d'euros. Voilà. Donc cette taxe est maintenue pour l'année 2013, mais je vous donne ma parole ici. J'allais dire, quitte à vendre quelques joyaux de la chancellerie, qu'en 2014, j'abrogerai cette taxe de 35 €. Vous avez abordé l'action de groupe. Alors, sur l'action de groupe, je demandais à la chancellerie de travailler depuis le mois de juin. Il y avait 2 hypothèses possibles. Ou bien nous envisagions une action de groupe concernant la consommation, parce que vous savez qu'en fait, ce sont des litiges à caractère sériel et concernant souvent de faibles montants. Ou bien nous envisagions donc un dispositif législatif sur la consommation, ou alors sur l'environnement, ou encore sur la santé publique. Il est apparu qu'il serait plus pertinent d'envisager un véhicule législatif de procédure qui pourrait être mobilisé pour des sujets sur l'environnement, pour des litiges sur l'environnement, sur la santé publique ou sur la consommation. Je ne perçois pas bien ce qui peut constituer une inquiétude pour l'avocat parce que le principe du contradictoire sera maintenu, que les droits de la défense seront assurés et que par conséquent les avocats ne sont pas éjectés du dispositif qui est d'ailleurs encore en cours d'élaboration, qui va concerner plusieurs ministères et sur lesquels évidemment toutes vos observations et suggestions sont et seront bienvenues. Donc l'avocat sera bien impliqué dans ce dispositif. Concernant la mobilisation des associations, c'est une piste de réflexion qui n'est pas farfelue, qui n'est pas absurde en soi. Dans un litige à caractère sériel, je crois que l'on peut réfléchir à l'implication des associations qui ne se substituent pas, bien évidemment, aux avocats. Mais c'est une piste et si vous avez des objections majeures à faire valoir, évidemment, elles seront examinées avec toute l'attention qu'elles appelleront. Sur ce dispositif d'action de groupe, donc, ce qui est important, c'est de s'assurer que le justiciable, et notamment celui qui a un faible revenu, qui est fortement pénalisé proportionnellement par un litige de consommation, par exemple, mais aussi de santé publique ou d'environnement,
dispose d'une procédure d'accès plus facile. Quant à la sollicitation personnalisée ou au démarchage, comme l'appelle, vous l'avez rappelé, la Commission européenne, vous avez raison de dire qu'il y a en ce moment la révision de la 4e directive et il est bon que vous vous associez, je crois, je vous invite vraiment à nous faire part de toutes vos observations sur cette 4e directive et sur les dispositions qu'elle contiendrait et qui vous paraîtraient de nature à mettre en péril la liberté de l'exercice de la profession d'avocat. Il est évident pour la chancellerie, mais pour le gouvernement tout entier, qu'il n'est pas concevable de limiter votre liberté d'exercice de la profession. Vous avez des règles déontologiques. Votre institution, qui est à la fois jeune et vieille, elle a 20 ans, votre institution y veille, et j'en suis absolument sûre, avec rigueur. Par conséquent, sous le bénéfice de ces deux conditions qui me paraissent tout à fait rassurantes, il est bien évident que nous allons nous montrer nous-mêmes extrêmement vigilants sur le contenu de cette 4e directive. Vous avez évoqué quelques autres sujets. Il y en a, je crois, qui méritent vraiment que nous nous revoyions. Je veux vous dire simplement que, je vous l'ai dit au début, vous contribuez de façon vraiment substantielle au service public de la justice. Vous exercez une profession du verbe, c'est un compliment, profession de l'éloquence. Vous nous en avez fait une belle démonstration avec un beau lyrisme, mais une profession de l'action et surtout une profession de la défense des droits, de la défense des plus vulnérables. Et à ce titre, vous exercez donc une profession, pardon de le dire, avec un peu de pompe, mais simplement somptueuse. Et c'est pour ça qu'elle fait rêver, y compris d'anciens responsables politiques. Parce qu'elle est somptueuse, mais parce qu'elle agit, et que l'on agit terriblement par le verbe. On peut agir terriblement par le verbe. Et c'est bien ce qui vous arrive, c'est ce qui nous est arrivé en écoutant très consciencieusement, mais religieusement, c'est assez peu adapté comme vocabulaire dans notre société laïque, et en ces moments de préparation d'un projet sur le mariage, le terme serait incongru de ma part, compte tenu de la nature la plus vive de la querelle. Mais nous vous avons écouté avec beaucoup de bonheur, parce qu'il y a dans le verbe que vous maniez au quotidien une invitation à remodeler le monde. Il y a dans le verbe une puissance à agir sur le monde. Il y a dans le verbe une espèce d'enthousiasme, d'optimisme irréfragable. Il y a dans le verbe votre capacité à sauver, à assurer la liberté, à inviter, à convaincre qu'il faut laisser la liberté. Il y a dans le verbe votre capacité à dire que si la liberté doit être restreinte et même supprimée, que celui à qui on enlève la liberté n'est pas un paria, que la société lui reconnaît sa faute, son délit, son crime, lui dit la peine correspondant à cette faute, à ce délit, ce crime, mais lui dit, et c'est ma responsabilité, lui dit qu'il sera accompagné pour son retour parmi nous. Il y a donc dans le verbe que vous pratiquez tous les jours cette puissance extraordinaire à laquelle nos magistrats sont confrontés, mais nos magistrats ont aussi le devoir de manier le verbe. Je veux vous dire tout le plaisir, tout le bonheur que j'ai éprouvé à être parmi vous ce matin. Parmi vous, 2-3 générations, me semble-t-il, d'avocats, de jeunes espoirs brillants. J'en ai écouté
un il y a 2 semaines à peine, mais je sais qu'il y en a beaucoup, puisque je vois bien ce que donnent les conférences de stage. Des avocats réputés déjà, des bâtonniers chevronnés, 3 générations d'avocats unis en confraternité. Un très beau mot, la confraternité. Je vous le disais, votre profession est une profession de mots qui vivent, de mots qui chantent, de mots qui claquent aussi. Et Svetan Todorov disait que les mots ne sont pas que des mots, ce sont aussi des événements, parce qu'ils créent des événements. Et c'est bien ce qui arrive après vos plaidoiries, n'est-ce pas? Le jugement est un événement. Merci à vous de créer ces événements dans le respect du droit, avec une grande et belle éthique, et de contribuer aussi bellement au service public de la justice.